Allez, dernière table ronde. Donc, on vient de voir un peu toutes les startups et le côté disruption. Et comme on a pu le voir, tous les gens qui voient les startups se disent c'est pas pour moi, c'est pas dans mon entreprise, etc. Je vous connais, j'ai été parmi vous. Donc l'idée va être maintenant de dire, mais attendez, vous avez vu comment fonctionne une startup, on a l'impression que c'est tout petit, c'est dans un coin, dans un garage et tout. Mais en fait, vous êtes ici, alors de deux grands groupes, BNP Paribas et GDF Suez, pour montrer que non, il n'y a pas d'un côté les grands groupes et d'un côté les startups. Donc du coup, je vais commencer simplement en vous demandant, mais quel métier exercez-vous aujourd'hui chez BNP Paribas et chez GDF Suez? Honneur aux Non, femmes. je... Je commence, ok. Je vais juste commencer en faisant autre chose. C'est que pour vous permettre d'avoir bravo. un temps dit. Bah oui, je suis désolée. Ça fait partie de l'esprit startup probablement d'être peut-être d'ouvrir des possibles. La raison pour laquelle j'ai accepté d'être là, j'ai participé aujourd'hui, c'est parce que je souhaitais pouvoir échanger avec la salle. C'est la demande spécifique que j'ai adressée à Jean-Noël, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, ce serait chouette. Voilà, donc le métier que je fais, moi j'ai un titre de consultante. En fait, je développe des projets qui sont dédiés à l'innovation au sein du groupe BNP Paribas, mais en utilisant des leviers RH. Voilà, donc de façon assez un overview. L'overview est celui-là. Il y a une des questions potentiellement qui pouvait nous servir à nous présenter, qui était à quoi est-ce que que pense mon CFO de... J'allais y venir, Ah bon, tu allais y venir. Bon, voilà. Que pense-t-il que je fais? Voilà. Et en fait, j'ai après y avoir réfléchi en me disant non, je ne vais pas parler de ROI parce que je préfère le ROE de ce matin, le Return on Expectation. En fait, je pense que j'essaye de faire rentrer au sein du groupe BNP Paribas ce dont ces enfants de 20 ans lui parlent le soir. Eux qui sont en train de se projeter dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'avoir des structures plus souples que celles qui peuvent exister dans les grands groupes qui ne les font pas nécessairement rêver à l'heure actuelle. Voilà. Merci. Patrick. Alors, si vous aviez posé la question à mes collègues, Voilà. question que vous ne m'avez pas posée, mais je me pose à moi-même. C'est vrai, je vous en prie. Ils auraient dit, tiens, son job, c'est geek. Donc, tout compte fait, voilà, il essaye tout. Tous les choses un peu modernes, un peu nouvelles. D'ailleurs, on ne le voit jamais. Il est toujours dans des salons à droite à gauche. C'est un job vachement sympa. En fait, ils sont jaloux. Alors, si vous aviez posé en fait la question à mon directeur financier, alors là, c'était pas tout à fait la même réponse. Il vous dirait, ça coûte beaucoup trop d'argent et les résultats tardent à arriver. Et oui, dommage. Et en fait, mon job, c'est quoi? En fait, je suis un facilitateur. En fait, pour introduire dans notre entité les conditions de l'innovation, parce que l'innovation, ça ne se décrète pas. Il faut la faciliter. Et puis, l'autre point de la facilitation qui est donc mon job, c'est de faire confiance à l'ensemble des collaborateurs en faisant appel à leur intelligence, parce que c'est la première ressource du groupe. Et effectivement, avec ça, on peut innover. Voilà mon job. C'est un joli job. Oui. Alors, comme a demandé Sabrina, n'hésitez pas si vous avez des questions, levez la main, il y a des micros, on fera balader un micro et tout. Enfin, elle y tient vraiment, donc allez-y. Hein. Elle va être déçue. Hein. Ouais, voilà. Alors, ma deuxième question serait, pourquoi est-ce que vous avez introduit les principes des startups, donc on entend la confiance, l'agilité, tout ça, dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous en attendiez? Alors, en fait, c'est pas tellement, je dirais, le principe des startups, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait rentrer de l'agilité. Parce qu'il y a un côté un peu incantatoire de il faut innover et puis il faut être agile. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'articles sur le sujet et beaucoup d'articles qui disent que les grands groupes sont pas capables de le faire. Maintenant, une fois qu'on est dans une entreprise comme celle-là, on se dit OK, donc soit je fais rien, soit j'essaye de faire quelque chose. Donc, moi, je suis partie finalement de l'envie de pouvoir avoir une approche qui ne soit pas organisationnelle, qui ne soit pas celle d'une structure, mais qui soit plutôt concrètement de mettre en place un dispositif qui permette concrètement de pouvoir avoir un accompagnement pour des collaborateurs qui sont des intrapreneurs et pour les aider à devenir des innovateurs. Donc c'est d'être vraiment dans le concret en fait, et ne pas partir par des choses très très macro, parce que finalement c'est aussi plus rapide et plus efficace en fait. Voilà. Alors, pour notre part,
on est d'abord dans le constat de l'obligation. Hein. Donc c'est un petit peu tarte à la crème, mais aujourd'hui, un grand groupe, on doit être actif, on doit proposer des idées nouvelles. Et puis comme on a des clients, donc vous êtes tous potentiellement clients de GDF Suez, en tout cas je l'espère, il faut leur proposer de nouvelles solutions et puis un parcours unique, éventuellement un peu du rêve. Alors dans l'énergie, faire rêver, c'est pas gagné. Et puis on est dans un autre constat, c'est qu'on a bien sûr tenté d'intégrer, voire d'acheter des startups et de les mettre dans nos structures. Et là, bon, il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de télé. Ça ne marche pas, on ne sait pas le faire. Donc on est plutôt capacité à les détruire. Et donc on s'est dit, ça ne va pas du tout. Alors on s'est dit, il y a une autre voie, une alternative qui, tout compte fait, ne doit pas tout à fait être idiote. C'est qu'on a des collaborateurs, on a beaucoup de collaborateurs. On a donc des entrepreneurs à l'intérieur, des gens, si on leur met les conditions de pouvoir entreprendre, si on facilite un peu la façon de faire, donc on leur autorise un peu de risque, on les affranchit un certain nombre de process, on doit pouvoir réussir à introduire de l'agilité et effectivement bénéficier de ces talents à l'intérieur de l'entreprise. Et on l'a fait. Donc de la confiance, de la formation, c'est ça? On rejoint toujours les mêmes... Alors on reviendra sur la formation parce qu'après il y a des conditions effectivement qui font que c'est pas parce qu'on fait confiance que pour autant le parcours est terminé. Et ben il faut l'accompagner et c'est un parcours qui peut être un peu long. Sabrina, tu voulais compléter quelque chose? Non. Donc pour donner un tout petit peu plus de concret, mis à part s'il y a une question, non, toujours pas? Ah, une question, Thibaut. Alors justement, c'était ce que j'allais ajouter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un lien. C'est que dans un groupe comme BNP Paribas, il y a une culture d'entreprise, il y a des process qui sont assez établis. C'est un groupe de 180 000 collaborateurs, donc avec beaucoup de filiales, etc. Moi, ce que je suis en train de créer, je tiens à préciser que je ne peux pas faire de retour d'expérience sur les livrables parce que c'est pas lancé encore. Je peux faire un retour d'expérience sur le process, la démarche. C'est pour ça que je suis là aussi, pour vous la transmettre, pour essayer de mettre des choses en mouvement. C'est de créer un cadre en fait, qui permette ça. C'est-à-dire qui permette, au sein d'une structure qui a ses process et qui est parfois silotée, d'avoir un cadre dans lequel on puisse expérimenter et dans lequel on puisse avoir plus le droit à l'erreur, mais un cadre qui soit accepté et qui soit positionné au sein de l'entreprise. C'est ça la complexité en fait de tout ça. C'est comment on part de la réalité de l'entreprise, qui est celle qu'elle est, et comment est-ce qu'on modifie, on crée un espace un peu particulier dans lequel des collaborateurs passent et repartent dans leurs activités, en étant, entre guillemets, transformés, en ayant vécu quelque chose. C'est une sorte de voyage, finalement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question, mais... Ouais. Patrick? Alors, comment répondre? En fait, nous, on est dans une situation un peu différente. Donc, on travaille avec beaucoup de BU internes. Il n'y a pas d'obligation au BU de travailler avec le centre de recherche et de développement que je représente. Donc il faut vendre nos prestations. Et donc pour vendre nos prestations, on est obligé aussi de prendre les codes des entreprises qui sont des fois nos concurrentes, avec l'agilité. Et donc on va créer des événements, on va les inviter, on va leur mettre en perspective ce qu'on peut leur apporter en termes de création de valeur, d'idées innovantes et également du business qu'ils peuvent en faire. Si nous n'arrivons pas à faire ça, nous ne vendons pas la prestation. Donc c'est un peu une survie pour nous, en tout cas. C'est un bon driver. Donc avancer ou mourir. C'est à peu près ça. Et on a fait le choix de vivre. Très bien. Est-ce que, pour donner un peu plus de matière ou de concret, vous pouvez nous donner un projet ou quelque chose qui existe concret qui existe aujourd'hui chez GDF Suez? Bon, alors comme on est sur le thème du digital, donc on a plusieurs startups, mais je ne vais en développer qu'une seule. Une qui est sur le segment des nouvelles technologies, on appelle ça l'Innov. Donc c'est un groupe de 5 personnes qu'on a identifié au sein de notre entité comme étant des talents, des gens qui avaient une expérience à la fois de l'ordre de 3 à 10 ans, en interne du groupe ou en externe du groupe. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'expérience et puis d'avoir également des compétences différentes. L'équipe est pluridisciplinaire. On n'a pas un profil, il faut plusieurs profils pour effectivement créer une dynamique et une envie d'apporter chacun la brique à l'édifice. On peut détailler un tout petit peu les profils?
Juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Alors bon, ils sont très très passionnés, ils aiment le contact, c'est des profils d'entrepreneurs, certains maîtrisent des technos, bien sûr, des nouvelles technologies, donc il y a des architectes, il y a des commerçants, et il y a un leader, enfin bon, il y a à peu près tous les profils qui font que dans une start-up, vous avez besoin d'avoir certes une idée, mais après il faut qu'il y ait des gens qui développent, il y a des gens qui puissent le commercialiser, des gens qui puissent faire du contact, aller vendre, aller sur le terrain, donc il faut à peu près tous ces profils. D'accord. Moi, je peux aussi parler de quelque chose de t'en prie. concret, c'est-à-dire quel est le processus dont je parle en fait. Ce que je suis en train de développer, c'est un lab pour des collaborateurs en fait, pour dédié à l'innovation. L'objectif, c'est de faire un petit peu comme les incubateurs ou les accélérateurs de start-up que vous devez connaître. Enfin, d'ailleurs, vous connaissez les start-up qui êtes passées tout à l'heure. C'est d'aider en fait des collaborateurs qui ont soit un profil intrapreneurs, donc qui ont envie d'entreprendre, qui ont j'entendais ce matin un désir, une envie, qui ont une vision, ou qui ont identifié aussi des problématiques importantes dans leur environnement professionnel, d'où le lien avec les filiales, etc. Et à transformer des idées en concept et à venir les pitcher en interne, comme des startups pitch devant des investisseurs, et de les pitcher en interne avec des investisseurs internes. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une grande entreprise? On a besoin de budget, on a besoin d'autorisation, on a besoin de ressources de collaborateurs pour développer des projets. Voilà, c'est transposer en fait. C'est là l'intérêt en fait, c'est de pas se dire je veux être une start-up. Jamais BNP Paribas ne sera une start-up, c'est pas possible. Voilà, je crois. Donc voilà, c'est d'être plutôt ce que je disais tout à l'heure dans le concret, c'est de partir de qui on est et d'essayer de voir ce qu'on peut retirer, mais en le transposant. Voilà. Et donc, on a aussi des modalités. Je ne développe pas complètement le process. Ça dure 4 mois. Il y a différents intervenants. Donc, c'est une approche qui marie à la fois des intervenants internes et des intervenants externes. Il y a beaucoup de dimensions collectives aussi. Donc, de faire travailler les collaborateurs entre eux et de les faire retourner dans leur environnement aussi, dans leur environnement quotidien, pour qu'ils ne soient pas un peu en train de flotter dans un truc qui serait déconnecté de la réalité. Mais je pense que c'est important aussi abattre entre guillemets ce lien, cette cloison qui n'existe plus de toute façon depuis le digital entre interne et externe. Voilà. Merci. Alors je vais faire Question. une question avec grand plaisir. Une question. Oula, même 2. Je vous en prie. C'est la fête des questions. Qui commence du coup? Du coup, trop de questions. Je t'en prie. Excellente question. Alors juste pour résumer la question, pour être sûr, c'est comment on gère l'innovation dans un écosystème réglementé. C'est ça? Parfait. Alors je vais vous poser la question. Est-ce qu'on parle de banque, enfin dans une banque, tout ça pour dire dans une banque ou même avec le... Voilà, il y a pas mal de règles. Non, mais c'est encore une fois, j'en reviens à ce que vivent les collaborateurs du groupe. De toute façon, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Je fais le lien avec différentes choses qui ont été dites aujourd'hui. Moi, je crois vraiment dans le fait que les collaborateurs et les managers savent quel est leur boulot et savent quel est l'environnement dans lequel ils travaillent. Maintenant, ce qui est important pour leur permettre d'innover, c'est, en tout cas, c'est ce sur quoi je travaille précisément, c'est de les aider non pas à tester des projets une fois qu'ils sont lancés et qu'ils sont bien ficelés, mais c'est de les aider à formaliser ces projets. Et ça prend du temps parce que justement, il faut pouvoir les travailler, les faire pivoter comme le font les startups avec leur business model par rapport à l'idée initiale pour que ces concepts puissent être des concepts viables et désirables par l'entreprise. Voilà. Mais je veux dire, la régulation, elle fait partie de l'environnement, mais de la même façon que les process internes sont aussi une autre des contraintes. Voilà. Alors ça répond en partie à la question, je pense. Et du coup, je vais juste, avec Patrick, dans votre titre, vous êtes aussi bien directeur de l'innovation que de la propriété intellectuelle. Du coup, je suppose des brevets. Et la question, c'est quoi alors? La question, c'est, il y a quand même une certaine contrainte dans les deux? Ah non, enfin, donc, pour innover, madame parle de contraintes, à la limite, pour innover, il n'y a pas de contrainte. Hein. Il faut être libre de tout et surtout pas se poser la question au départ des conditions d'intégration, est-ce possible ou pas possible. Si vous partez dans le fait de dire j'intègre dès le début les contraintes, ça ne marchera pas.
à la limite, pour innover, et c'est un peu ce qu'on essaye nous de faire, c'est on va s'attaquer à des problèmes hyper compliqués, hyper durs. À la limite, il n'y a pas de solution. De manière à trouver un mur sur lequel on se dit on va buter, et après il va falloir ouvrir. Après, donc, c'est mon rôle de facilitateur, c'est mon rôle d'animateur, où on fait après, il faut aller chercher de l'expertise, des compétences pour que devant ce mur, et plus le mur est grand, plus le mur est raide, et plus auprès d'ailleurs vous êtes près du mur, plus vous avez les éléments vous permettant de dépasser votre difficulté. Parce que innover dans l'absolu, bonjour, donc c'est pas évident. Par contre, quand vous avez des vraies difficultés, vous savez bien poser la problématique, et du coup, vous avez tous les éléments de ce qui ne va pas, de l'analyse de ce qui ne va pas, et des éléments de rebond qui vont permettre de trouver de nouvelles voies, de nouvelles solutions. Alors après, il y a des techniques sur ça. Il faut faire appel, on fait à l'intelligence collective, et il va falloir faire appel au côté un peu fou, un peu poète que les gens peuvent avoir, parce que sinon, on est très, très structuré. Alors en France, plus qu'ailleurs. Parce que donc, on rentre dans des boîtes, tout ce qu'il faut rentrer dans les boîtes, il faut sortir de la boîte. Donc, plus vous avez des contraintes, plus vous êtes prêt de pouvoir innover. Alors, on nous a même dit ce matin qu'il fallait même ne plus s'affranchir de la boîte. Et la propriété intellectuelle, pour vous éventuellement vous donner un petit éclairage, c'est que quand vous innovez, des fois, vous êtes tellement innovant qu'il faut protéger votre innovation. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai dans les RH, donc nous, on est dans l'énergie, et du coup, c'est aussi l'objet de protection, de développement et de valorisation donc, de business. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Merci. Il y avait encore 2 autres questions a priori. Dites-moi. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai accepté la proposition de Jean-Noël de venir, mais c'est trop tôt pour vous faire un retour d'expérience sur les projets qui sortent. L'année prochaine. On pose la base cette année, voilà. Et l'année prochaine, on a les retours d'expérience. Parce que je ne peux pas le faire encore. Par contre, je peux vous dire à quoi ça peut ressembler. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être dans... Encore une fois, c'est d'être dans la réalité. Qu'est-ce que la réalité d'une entreprise ? C'est de se développer. Donc, l'objectif n'est pas de sortir des projets qui soient sympathiques, mais qui ne rapportent rien à l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'ils soient viables et désirables par l'entreprise, rentables. Donc, l'objectif, c'est d'avoir la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure. Je regarde Émilie Tortorin, mais que j'ai entendu pitcher à un autre concours. C'est d'avoir des personnes qui soient capables de venir dire, voilà, moi, je sais ce que je souhaite apporter à l'entreprise, ça ressemble à ça. On peut faire en termes de quand, de où, de comment, de combien, et d'avoir finalement uniquement un go d'investisseurs qui viennent leur donner en interne le budget, l'autorisation, qu'elle se matérialise par un budget ou par des ressources. Voilà. Après, alors, c'est un petit peu... Il y a une différence dans ce que l'on fait, Patrick et moi. Moi, je travaille vraiment sur... c'est un angle innovation et RH, c'est-à-dire que pour moi, l'innovation, et c'est quelque chose qui a été un point sur lequel je me suis beaucoup interrogée, j'ai été beaucoup challengée dessus et j'ai tenu et je continue à avoir cette conviction, elle ne passe pas que par la résolution de problèmes, elle passe aussi par la capacité de collaborateurs à entreprendre, les intrapreneurs, ceux qui ont envie. Il y a une dimension soit d'intuition, soit aussi de connaissance et de capacité à se dire mais j'aurais envie de faire ça, et il y en a plein des collaborateurs dans le groupe, donc... Voilà, et qui ne sont pas forcément dans des positions, dans des rôles fonctionnels qui leur permettent en fait, de pouvoir développer ces innovations, ces concepts. Donc voilà, je développe finalement un process qui marie, c'est ce qui est complexe parce que dans la façon de créer le parcours, c'est plus complexe, mais c'est plus riche aussi, qui marie des personnes qui ont eu cette approche de problem solving en fait, et d'autres personnes qui ont plutôt en fait un potentiel, une envie d'apporter de la valeur, qui sont encore engagées dans l'entreprise. Je crois qu'il y avait une conférence d'Isaac Getz dernièrement qui disait que je crois, je sais plus, Laurence Vanier me dira si j'ai tort ou raison, mais je crois que c'est 9% simplement des collaborateurs qui sont encore engagés dans les entreprises. Voilà, si on leur donne pas la capacité de pouvoir aussi inventer un peu le futur de leur entreprise, ils vont partir. Voilà. Maintenant, ça ne se substitue pas à des incubateurs ou des processus d'innovation projets qui existent dans différentes filiales et à l'échelle de filiales ou de métiers. Voilà, c'est vraiment avant. C'est comment on travaille l'humain et comment on le tend vers l'innovation, en fait. Merci Sabrina. Il y avait une dernière question. Alors, c'est vraiment en 2 mots. Dites-moi.
Ça n'existe pas encore une fois. Non, donc, mais du coup, je peux répondre. Désolée. Non, mais ça, c'est cadré. Alors, pour vous répondre, je fais juste un pas en arrière. L'objectif, c'est que ce soit quelque chose de réaliste. Prendre des personnes, les extraire de leur quotidien pendant 4 mois, d'abord, c'est pas réaliste parce que je vois pas quel collaborateur pourrait faire ça. C'est pas un MBA, c'est pas... Voilà. Et puis qu'en plus, en termes de transformation personnelle et en même temps de transformation de leur performance, c'est beaucoup plus pertinent qu'il y ait des allers-retours en fait, entre ce qu'ils vont y vivre et leur quotidien. Et j'ajoute un point qui est fondamental, c'est que pour pouvoir participer au lab, en fait, il faut que le manager soit lui-même, alors désolé, sponsor. J'entendais tout à l'heure Didier. il fallait plus employer le mot sponsor. Je sais, je suis has-been sur certains termes, mais voilà, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'un manager puisse dire, voilà, moi j'ai tel collaborateur dont je sais que si je crois en cette personne, pour l'une des 2 raisons dont je parlais tout à l'heure, profil intrapreneur ou innovateur, et ça va bénéficier de toute façon à mon équipe. Voilà. Il va avoir un rôle, il va faire bouger mon équipe aussi à suivre ce lab. Donc non, ils font des allers-retours. Merci Sabrina. Un mot de la fin, puisqu'on a épuisé le temps imparti. Un mot de la fin. Ouais, un mot de la fin. Je vais laisser la parole Allez, à Patrick. Patrick. Non. Mais chacun un mot, si vous un mot de la fin pour les gens qui veulent se lancer, soit sur un laboratoire de R&D RH, soit sur de l'hypoinnovation RH. Alors, on avait prévu une conclusion, donc je vais essayer de la faire très très rapidement, sur le fait de dire est-ce qu'on peut réussir dans un grand groupe à introduire des process agiles. Donc ma réponse sera oui, bien sûr, vous l'avez compris, mais il y a des conditions à respecter. Alors, les conditions à respecter, j'en ai dénombré un certain nombre, donc ça sera le mot de la fin, en tout cas me concernant, c'est faire confiance à ses collaborateurs. Donc ça, c'est hyper important, mais je crois que ça a été dit. Les accompagner, les former et créer les conditions de leur réussite. Donc j'ai peu développé le côté formation, mais on a tout un process de formation qu'on appelle coup de pouce et qui les met dans cette situation de start-up pour pouvoir effectivement être une start-up, une vraie, avec toute la qualité et toute la fraîcheur que ça peut avoir un support managérial fort, pour ne pas dire très très fort, ne pas écouter tous ceux qui vont vous dire ça ne va pas marcher, et puis garder courage parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Merci beaucoup Sabrina, Patrick, merci encore.